Gilles avait démontré l'intérêt de croiser les sources écrites, les archives de Saint-Georges notamment, le texte de Giovanni Della Grosse et l'enquête de terrain. Et donc, nous, pour renouveler cette approche, dans la continuité, nous avons monté un projet en 2017, qui était le projet de l'édition numérique de Giovanni Della Grosse, pour créer en fait une plateforme de collaboration qui facilite le dialogue entre les disciplines, et notamment entre historiens et archéologues. Donc, je vais rapidement présenter ce site, qui est désormais en ligne. Ce projet a été possible parce qu'il a été financé par la collectivité de Corse sur les fonds européens de développement régional. Et donc, nous avons pu encoder entièrement la chronique de Giovanni Della Grosse d'après le texte du manuscrit Béné, qui a été identifié par les spécialistes comme étant le plus proche de l'original, puisque nous n'avons pas le document original. L'intérêt de cet encodage, c'est que ça facilite les recherches. On a un moteur de recherche, on a un index des noms, et ça nous permet, nous, de venir entrecroiser le texte de Giovanni Della Grosse avec les données produites par les recherches, aussi bien en archives qu'en archéologie. Dans le contexte, avec ces financements, on a justement pu financer de nouvelles campagnes d'investigation dans les archives italiennes et hispaniques. C'est ce dont je me suis occupée et qu'a commencé à faire aussi Pierre-François Dicard, qui a fait un master à Lyon et qui va s'inscrire en thèse avec nous. Et on a pu surtout financer l'étude d'Émilie Thomas sur une centaine de sites mentionnés par Giovanni Della Grosse. Donc, on a, comme tous les noms de lieux et les noms de personnes sont encodés, on peut chercher directement le lieu qui nous intéresse. En l'occurrence, je vais m'arrêter sur 2 lieux qui vont être présentés dans la suite par mes collègues. Donc l'Ital, qui fait l'objet en ce moment de fouilles de Gilles. Donc voilà, en cliquant sur l'Ital, on a toutes les occurrences, donc on peut retrouver rapidement tout ce qu'a dit Giovanni Della Grosse, et on a accès à la fois à la campagne photographique légendée qui a été menée par Émilie Thomas. La fiche est là. Et voilà, on peut télécharger. On a les informations qui seront actualisées puisque le site est en cours de fouille. Et donc ça, on l'a sur la centaine de sites qui ont été étudiés. Par ailleurs, le croisement avec les sources d'archives, je vais retaper Nital pour qu'il me propose le personnage d'Arrigo Dall'Ital, qui est lui documenté dans la documentation de Barcelone. Et donc vous voyez là que les archéologues, par exemple, qui s'intéressent à l'Ital, peuvent accéder à une note que j'ai ajoutée. Cette note permet de lire la transcription du premier document d'archives qui mentionne Arrigo. Mais ce qui est intéressant, ce qui fait l'intérêt du numérique, c'est les liens hypertextes. Je clique sur la référence, j'arrive sur le site des archives espagnoles, et là, j'ai mon document. Donc, par exemple, en cours, moi, pour faire de la paléographie avec les étudiants, j'ai tout le matériel nécessaire. Voilà, une deuxième note qui peut intéresser Gilles aussi. C'est une autre lettre qu'on trouve dans les archives de la Couronne d'Aragon. Celle-là n'est pas en ligne sur le site des archives espagnoles, mais qui mentionne le réseau des châteaux d'Arrigo Dall'Ital en 1320. Donc, j'ai replacé cette... Et puis, une petite carte qu'on pourra améliorer, mais qui permet de visualiser, en fait, les fortifications de cette seigneurie. Un autre exemple, c'est l'exemple de Venaco. Donc, le site, en fait, du Palazzo d'Ugo Colonne, dans la chronique, le conte mythique. Et une fiche qui va être actualisée, puisque Daniel vous expliquera que ce site est actuellement en étude. Donc il y a une collaboration scientifique avec les archéologues, tous les membres du projet, notamment nos étudiants, et par exemple Pierre-François Dicard, qui a travaillé sur les Cortings, peut venir enrichir cette base. Et vous avez vu que toutes les notes sont signées, donc ça vaut publication, et dans un système de bonne pratique, eh bien, normalement, tout ce que nous mettons à la disposition des autres chercheurs devra être cité et référencé, mais pour des jeunes étudiants, ça permet de valoriser très vite leurs premiers travaux. Voilà, je passe la parole à Émilie pour approfondir les données, les résultats de cette enquête archéologique. Merci.
Donc, à mon tour de vous présenter le travail que j'ai engagé en 2018. Il s'agissait de faire un recensement des fortifications médiévales qui étaient mentionnées par Giovanni della Grossa. Cet inventaire a été facilité à bénéficier de l'actualisation de la carte archéologique nationale qui sera ensuite présentée par Laetitia Dedon, dont une partie des sites fortifiés était déjà documentée. Il n'empêche que sur les 110 sites qui sont documentés par la chronique de Giovanni della Grossa, beaucoup n'avaient pas de réalité historique, voire de réalité archéologique. C'est-à-dire qu'on a des édifices qui sont mentionnés dans la chronique, mais dont on ne sait pas à quel site ils appartiennent sur le terrain. Et il y a l'inverse. Et à l'inverse, mais je parle plus doucement, moi. Et à l'inverse, nous avons des sites archéologiques pour lesquels nous n'avons pas de documentation écrite. Alors là, je vous présente un exemple qui est celui du Castel de Bosio, qui est documenté dans la chronique de Giovanni della Grossa. Donc, dans le cadre de l'enquête et du recensement qui a été fait, il s'agit donc d'examiner le contexte géographique dans lequel Giovanni présente ce site. Et ensuite, un travail de toponymie a été engagé. On met en parallèle ce travail avec les données archéologiques qui sont connues. Et en fait, le recoupement des données a permis de mettre en corrélation le site de Bosio avec le site dit Castel de Sant'Agostino qui avait été fouillé dans les années 90 par Laurent Casanova. Donc ce recoupement a pu être fait par d'autres sites et c'est ce qui nous permet d'avancer progressivement. Bien qu'on ait un taux d'identification assez élevé, il n'empêche qu'on a des toponymes comme Cerbero ou Pernice qui ont été identifiés, qui sont bien mentionnés dans la chronique et pourtant, pour l'heure, ils n'ont pas encore de correspondance archéologique. Alors, ce travail, au-delà d'un simple inventaire, entre guillemets, qui a permis d'appréhender tous les sites à l'échelle de la Corse, nous permet d'avoir une image du réseau fortifié à l'échelle régionale, à l'échelle du Moyen-Âge. Donc, on est aujourd'hui en mesure de pouvoir caractériser ces fortifications et de dire combien de fortifications ont une tour carrée, d'appréhender les différentes composantes de ces fortifications. Je vous ai pris l'exemple de la tour parce que c'est l'une des composantes prioritaires, majoritaires de ces fortifications. Et sur un corpus de 75 sites, nous avons donc 38 sites qui en conservent une. Bien évidemment, donc là, va prendre en compte et pris en compte l'état de conservation des sites. 4 en possèdent 2, et c'est notamment le cas de Biguglia. Et dans le détail, et là c'est intéressant parce qu'on va élargir l'approche tout simplement du recensement d'un inventaire à une approche qui peut être beaucoup plus scientifique et essayer d'appréhender la fortification sur le long terme. Et on en déduit que nous avons parmi ce corpus 35 sites qui ont une tour quadrangulaire, 5 qui ont des tours circulaires et 2 qui ont une forme indéterminée en raison de l'état de conservation. Lorsqu'on appréhende aussi les fortifications à l'échelle de la région, ça nous permet d'appréhender les dispositifs, les organes de défense. Puisqu'en raison de l'état de conservation, si on prend juste l'échelle du nord de la Corse, on ne pourra pas comparer les sites entre eux. Si on élargit cette focale, on va pouvoir avoir d'autres exemples et essayer d'appréhender au mieux les composantes défensives. Et en l'occurrence, je vous ai pris l'exemple des meurtrières, puisque lorsqu'on examine l'amplitude d'ouverture de ces meurtrières, dans le cas de Serravalle, et en fait la meurtrière et son ouverture est trop exiguë pour qu'un arbalétrier puisse se placer. Donc en fait c'est juste un organe de dissuasion, mais en aucun cas défensif, à l'inverse d'Abortica. Autre exemple que permet d'appréhender ce recensement des fortifications à l'échelle de la région, c'est quelles sont les composantes. Ça nous permet d'aborder l'alimentation en eau et notamment les citernes. On sait communément que la citerne occupe le rez-de-chaussée des tours, mais il y a également des bâtiments qui sont dédiés à cette fonction. Dans certains cas, on a deux citernes et dans d'autres, on n'en a qu'une. Et elles ont des profils qui sont assez variables. Elles peuvent être aménagées directement dans le substrat, encaissées, semi-enterrées comme à Istria. À Bari, elle est en élévation, et dans le cas d'Ornano, et c'est un cas qu'on retrouve également au château de Rostino, la citerne a été implantée à l'emplacement d'une résurgence d'eau, et ce qui permet son alimentation encore aujourd'hui. On élargit toujours cette approche des fortifications et on va appréhender leur maillage. L'idée est vraiment d'essayer d'élargir au mieux ces fortifications et notre connaissance de manière à cibler
toutes les problématiques que l'on pourrait engager et essayer de comprendre comment elles s'organisent. Là, on est dans la région du Sartenay pour glisser tranquillement, doucement vers les propos de Gilles. Et on a deux exemples, les fortifications de Petra Torta et de Diamanti, qui sont en fait des fortifications qui sont érigées à la fin du Moyen-Âge, et elles se caractérisent par le relief inexpugnable sur lequel elles sont édifiées. À l'inverse du monté du Corbe, qui est sur la photo en haut, voilà, qui est lui tout juste installé sur un petit massif collinaire assez peu défensif. Donc le cadre, initialement, c'était un recensement de ces fortifications. On dépasse cet inventaire pour essayer d'engager des problématiques qui s'inscrivent là encore dans la programmation nationale de la recherche en archéologie. On appréhende les fortifications, les lieux de pouvoir sur le temps long. On ne se focalise plus sur une seule période, mais il faut essayer d'étendre cette approche des fortifications. Avec un exemple, la carte des fortifications qui se situe sur le littoral, eh bien, on s'aperçoit que beaucoup ont été démantelés suite aux révoltes antiseigneuriales du 1357-1358. En revanche, lorsqu'on examine un petit peu dans le détail, eh bien, certains sites, des sites tout à fait stratégiques, ont été réoccupés par les Génois. Mais en fait, on ne peut appréhender ces problématiques que si on a un corpus qui tend à l'exhaustivité et qui est appréhendé à l'échelle de la Corse. Et enfin, une autre problématique qui a tout son intérêt et qui va être présentée par Gilles, c'est appréhender la fortification dans son environnement. Comment fonctionne-t-elle avec les autres sites du secteur ? Comment fonctionne l'habitat dans ces régions, et tout cela nous permet d'appréhender des dynamiques spatiales et d'appréhender les questions de délimitation de ces seigneuries et de leur territoire.